Alors, bonjour à tous. Si je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour raconter mon témoignage. Je me bats contre l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, avec mon compagnon depuis bientôt 1 an et demi, pour récupérer nos enfants qui ont 5 ans et 2 ans. Ils ont été placés abusivement le 28 juin 2020 à partir de 13h30. Depuis ce jour, les services sociaux nous font vivre un calvaire entre dénonciations calomnieuses, diffamation, éloignement du lien familial, éloignement des frères, et j'en passe encore. Aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi faire pour que les choses bougent. Alors je vais essayer de reprendre l'histoire rapidement, mais assez clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Nous vivions à Paris, à la base, mon compagnon et moi. Il a 29 ans, j'ai 25 ans. Nous vivions à Paris il y a 4 ans et tout se passait très bien. Mais étant donné que Paris c'est relativement cher, nous avons décidé de déménager et nous avons opté pour la Haute-Loire. Donc nous sommes arrivés à Saint-Pal-de-Mont en Haute-Loire. Nous sommes arrivés à Saint-Pal-de-Mont en Haute-Loire en 2019. En septembre 2019. Et depuis ce moment-là, les services sociaux n'ont fait qu'empirer les choses. Alors tout d'abord, nous avions nos enfants à domicile, c'était un placement externalisé. Je ne sais pas pourquoi ce placement a eu lieu, je n'en ai aucune idée. Il y a eu des dénonciations anonymes apparemment, des coups de téléphone. Tout ça a amené au placement des enfants, sans aucune preuve, sans aucune logique. Basé sur de la diffamation. Mon compagnon resta alors en retrait parce qu'il a lui-même vécu un placement étant jeune durant des années et qui il se sentait pas de revivre ça avec ses enfants. Alors c'est moi qui gérais les services sociaux et au bout d'un temps, j'arrêtais pas de lui dire qu'après les visites, les services sociaux me mettaient la pression, me posaient des questions déplacées, me faisaient des remarques déplacées comme si j'étais une mauvaise mère. Et il m'a dit qu'il allait mettre son grain de sel dedans parce qu'il était hors de question qu'on me prenne pour une mauvaise mère alors que je ne l'étais pas. Nous avions en cette période un voisin qui habitait juste au-dessus de chez nous, qui était assez dérangé, qui faisait des allers-retours en hôpital de jour, en hôpital psychiatrique de jour. Et les choses ont commencé à s'envenimer avec ce voisin. Il faisait beaucoup de bruit le soir, claquait sa porte, faisait exprès de faire tomber des choses dans son appartement, de sauter dans son appartement. Il a même été jusqu'à déféquer sur mon palier parce qu'il avait des problèmes mentaux. Nous avons donc décidé de partir. J'étais à ce moment-là enceinte de mon 2e enfant. J'ai été agressée par ce voisin. Et suite à cela, l'association Tremplin de Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, a décidé de nous prendre en charge. Alors je tiens à préciser que Tremplin travaille avec l'ASE,
main dans la main avec la zone. Mais nous, on avait confiance, on se disait que ça allait bien se passer, qu'on n'était pas un danger pour notre enfant, parce qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de mon deuxième, donc on n'était pas un danger pour notre fils, Maximilien, qui a 5 ans. On s'occupait très bien de lui, on faisait en sorte qu'il ne manquait de rien, il avait des câlins, des bisous. On était des parents normaux, comme vous quoi. Et puis la pandémie du Covid est arrivée en 2020. On a dû se confiner. Et c'est là que tout a dégénéré. Vu que nous avions changé de ville, nous changions également de service social. Nous habitions à présent à Monistrol. Nous étions suivis par Tremplin. Du coup, ils nous ont mis en relation avec une assistante sociale du côté de Monistrol. Alors, en premier lieu, nous avons eu un entretien téléphonique avec cette assistante sociale qui a duré à peu près 2-3 minutes, histoire qu'elle se présente, qu'elle dise qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, etc. Cet entretien a vraiment duré 2-3 minutes, littéralement. Juste les présentations de base. Bonjour, je m'appelle madame, je suis là en tant qu'assistante sociale éducatrice spécialisée pour votre enfant Maximilien. Je vais me rendre chez vous incessamment sous peu pour qu'on fasse les rencontres, etc. Un deuxième coup de téléphone s'en est suivi, 1 ou 2 semaines après. L'assistante sociale a demandé à ce qu'elle vienne à la maison. Mon compagnon a demandé s'ils avaient des masques. Elle a dit que non. Je rappelle que c'était encore en tout début de pandémie du coronavirus. Du coup, on ne connaissait pas ce virus. On était tous en train de se protéger, mais se laver les mains au gel antibactérien, etc. Cette assistante sociale, cette éducatrice, a juste répondu que non, elle n'avait pas de masque, ni pour elle, ni pour ses collègues. Mon compagnon a dit qu'il refuserait qu'elle vienne à la maison s'ils n'avaient pas de masque, parce que on a 2 enfants à présent. J'avais accouché de mon deuxième enfant en octobre. Donc nous avons 2 enfants à présent, dont un qui est un petit bébé. On ne connaît pas l'ampleur du virus. Il est hors de question que des personnes pénètrent dans notre domicile sans être protégées. Ce à quoi l'assistante sociale a répondu qu'elle n'avait pas besoin de masque, que nous n'avions pas besoin de masque, que la rencontre c'était une procédure, qu'elle était obligatoire, etc. Nous avons fini par nous mettre d'accord sur un rendez-vous. Le rendez-vous, encore une fois, était programmé à 2 semaines plus tard. Notre rendez-vous était programmé à 2 semaines plus tard. Et elle est venue 10 minutes, elle a rencontré mes fils, elle s'est présentée en personne avec sa collègue et elles sont reparties. Un mois plus tard, nous sommes rendus vers la fin novembre, début décembre. Elles viennent, très énervées. Je suis désolée, c'est dur à expliquer. Elles viennent très énervées. Mon homme leur demande ce qui se passe. Elles disent qu'elles sont juste fatiguées, etc. Et on propose de s'asseoir à un canapé, elles refusent. Nous habitions à ce moment-là au dernier étage d'un bâtiment, les fenêtres étaient ouvertes, et elle parlait tellement fort que les voisins en bas de la rue arrivaient à entendre ce qu'elle disait, et qui se retournaient vers chez nous pour savoir ce qui se passait. Du coup, mon homme a demandé à ce qu'elle parle plus doucement. C'est à ce moment-là que l'éducatrice lui a dit C'est à ce moment-là que l'éducatrice lui a dit
qu'elle avait entendu une voisine, enfin une source anonyme. Nous on sait que c'est notre voisine, mais pour elle nous a dit que c'était une source anonyme, dire qu'elle entendait mon fils Maximilien pleurer, hurler sa mère, seul dans l'appartement avec le chien pendant des heures, qu'elle l'entendait se faire battre et appeler au secours, qu'on était des mauvais parents. Mon homme n'a pas supporté tout ça. Il leur a dit que s'ils n'avaient aucune preuve de ce qu'ils avançaient, il ferait mieux de se taire et de faire une vraie enquête plutôt que juste déblayer les on-dit des gens. Juste faites une enquête. L'assistante sociale n'a pas apprécié ce qui s'est passé. Elle s'est levée, a claqué la chaise contre la table où elle était assise. Et elle a dit que ça se passerait pas comme ça, qu'elle allait en faire part à la juge, qu'elle allait demander un placement pour nos enfants, parce qu'il était hors de question qu'elle se fasse malmener comme ça, que c'était pas possible. Puis les mois ont suivi, plus de nouvelles. Plus rien. Aucun appel, aucun message, ni de tremplin, ni de l'ASE, personne. On essaye de contacter des gens, savoir ce qui se passe, aucune réponse. On envoie des lettres à la juge, pas de réponse. Ils nous mettent complètement de côté, jusqu'à ce 28 juin 2020. Ce jour-là, je préparais mon fils Maximilien pour qu'il aille à l'école. Comme d'habitude, à 13h, il avait été à l'école le matin, j'avais été le chercher. Et je le préparais pour qu'il aille à l'école l'après-midi. Je préparais également mon bébé. Leur père était là. Il regardait la télé. Quand on a entendu frapper à la porte. Alors son premier réflexe, ça a été de me dire c'est eux. Ils sont venus les chercher. Mais je l'ai pas cru. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'a vu aucune nouvelle de ces gens-là. Depuis décembre, ça faisait presque 6 mois qu'on n'avait plus aucune nouvelle de ces gens-là. Et je l'ai pas cru. Il m'a demandé le balai parce qu'il m'a dit on a fait une fête hier. Il y a encore quelques petites broutilles, ils vont dire que l'appartement est inhabitable, que c'est pas approprié pour les enfants. Donc quand je vous dis quelques petites broutilles, c'est vraiment des poils de chien un peu à gauche à droite parce qu'on a un chien. C'est des jouets d'enfants qui traînent, c'est voilà quoi. 2-3 assiettes sur la table, c'est vraiment des broutilles. Encore une fois, j'ai pas écouté parce qu'il se faisait insistant, il continuait à frapper. J'ai ouvert la porte. J'ai vu les 2 assistantes sociales qui étaient venues précédemment. J'ai vu le directeur de tremplin, et j'ai vu 5 gendarmes. 5 gendarmes devant ma porte. Me dire qu'ils venaient chercher mes enfants pour une mesure de placement provisoire ordonnée par la juge. J'ai pas compris, je me suis écroulée. J'étais paniquée, mon homme répétait que c'était pas possible, que ça doit être une erreur, que ça fait 6 mois qu'on a eu une nouvelle de personne, qu'on fait qu'envoyer des lettres à la juge sans réponse ni rien. Mais personne ne nous a écoutés. Tout le monde parlait très fort, s'énervait, les policiers s'énervaient. On me pressait de faire les valises de mon fils, enfin de mes fils. J'avais mon bébé qui avait 9 mois dans les bras. Qui me regardait pleurer et qui se demandait ce qui se passe. J'avais mon fils qui avait 3 ans à ce moment-là, qui me disait qu'il fallait pas être triste, qu'il fallait pas que je pleure, qui me demandait pourquoi j'étais si triste. Pourquoi tu pleures, maman?
Et puis il n'a pas compris quand on lui a mis ses chaussures et son petit manteau. Et qu'on l'a fait descendre les escaliers, il a cru qu'on allait juste l'emmener à l'école. Au lieu de ça, il l'emmenait dans un foyer. Il l'a emmené dans un foyer au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Mon bébé a été placé dans une autre institut. Ils ont été séparés. Depuis ce jour-là, ils sont séparés. Le placement provisoire était d'une durée de 2 semaines. Après, nous avions une audience avec la juge pour voir si le placement allait continuer ou pas. Nous l'avons eu en juillet, le 16 juillet 2020. On a eu une audience avec la juge. Il n'y avait pas de greffière. Il n'y avait que la juge, mon compagnon, moi-même et des représentants de l'ASE. Uniquement. Pas de greffière, personne. Nous n'avions pas d'avocat, on ne savait pas ce qui se passait. On se posait des questions. On était perdus, brisés. La juge nous a dit qu'il y avait des soupçons de maltraitance, de malnutrition, de mauvais soins. Elle a pris en exemple les dents détériorées de mon fils qui avait 4 ans, qui allait sur ses 4 ans. Elle m'a dit que si je prenais vraiment soin de lui, comment se fait-il qu'il ait des dents si détériorées? Ils ont par la suite été voir le dentiste, il a dit que c'était rien, qu'il fallait juste attendre que les dents tombent parce que c'était des dents de lait. Mais c'est pas grave. Suite à cette audience, où plusieurs choses ont été dites, plusieurs diffamations, ils ont décidé de maintenir le placement jusqu'en novembre 2020. Nous avions le droit de les voir une fois par semaine, les deux, l'un après l'autre. Bien sûr, pas en même temps. L'un était au Puy-en-Velay, l'autre était à Yssingeaux. Tout se passait bien au début. On payait le taxi parce qu'on avait besoin d'un taxi pour aller chercher notre fils en foyer et le ramener à la maison, vu que nous avions le droit de prendre notre aîné une fois par semaine à la maison, du vendredi soir au samedi soir. Mais notre bébé, depuis qu'il est parti, n'a plus jamais dormi à la maison, ne serait-ce qu'une seule fois. Depuis ces 9 mois, il n'a pas dormi à la maison. Ça a duré comme ça jusqu'en novembre 2020. Il n'y avait pas d'audience, c'était juste, si tout se passe bien, les enfants rentrent à la maison et il y a le retour d'un placement externalisé à la maison. Mais une semaine avant que la décision soit prise, les services sociaux du Puy-en-Velay et de Yssingeaux, avec la complicité de Madame Gaëlle Goudard et de Monsieur Julien Lardon, qui est le directeur, ont décidé de faire de la dénonciation calomnieuse et de la diffamation à mon encontre et à celle de mon compagnon. Ils ont également dit que mes enfants se portaient mieux en foyer, qu'ils étaient plus heureux en foyer, que mon aîné Maximilien demandait à rester en foyer, qu'il ne demandait absolument pas à partir du foyer, que Sora était plus épanoui et heureux que jamais, que le placement était une chose bénéfique pour eux.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des traces de mauvais traitements sur mon aîné. Il était dans un foyer appelé le Passadou, au Puy-en-Velay. Et j'ai commencé à avoir des mauvais traitements, des bleus, des traces de coups, des traces de chute. Un jour, il s'était grièvement fait mal au genou, on m'a dit qu'il s'était blessé en courant dans les escaliers. Mais je connais mon fils. Et je savais que, à ce moment-là, c'était encore un moment où il avait peur des escaliers. Il courait pas dans les escaliers, il marchait. Même moi, quand je courais dans les escaliers, il me disait tout le temps, cours pas dans les escaliers, maman, tu vas te faire mal. Alors, c'est pas possible. Et mon fils, après qu'on m'ait annoncé qu'il s'était blessé dans les escaliers, m'a dit qu'une éducatrice l'avait poussé dans les escaliers. C'était pour ça qu'il s'était fait mal. Parce qu'il montait pas assez vite pour aller se coucher. Alors elle l'a poussé pour qu'il aille plus vite. Il est tombé, il s'est fait mal, il a pleuré. Il a dit, t'as pas à pleurer, t'es pas un bébé. Mon fils m'a dit que le soir, il faisait des cauchemars, il n'osait pas se lever pour aller les voir parce qu'il l'a grondé. Il disait que c'était un bébé, qu'il fallait qu'il dorme dans sa chambre tout seul. Que ses copains arrivaient très bien à dormir, alors pourquoi pas lui? J'ai également reçu un courrier signé du directeur de l'ASE en personne, monsieur Harik, le directeur du foyer du Passadou, stipulant que mon fils Maximilien a été victime de violence en foyer. Voici le document qu'ils m'ont envoyé pour dire que mon fils avait été victime de violence. Je vais le lire. Madame, monsieur, je vous informe d'un incident concernant votre fils Maximilien. C'est produit le 7 janvier 2021. Maximilien jouait avec 2 autres enfants accueillis au Passadou dans la neige. Et les 2 autres enfants ont jeté de la neige dans la figure de Maximilien et lui ont placé la tête et maintenu la tête dans la neige pendant de longues minutes. L'équipe éducative est intervenue à ce moment et a séparé les enfants. Les enfants ayant commis cette agression ont été punis et repris par le chef de service et ont présenté leurs excuses auprès de Maximilien. Nous sommes extrêmement vigilants à ce que de tels actes ne se reproduisent plus et ne restent pas impunis. Veuillez croire, monsieur, madame, en l'assurance de ma considération distinguée, le chef de service du foyer de l'enfance, Rémi Harik. Le problème, voyez-vous, c'est que cet accident minime aurait pu rester minime et mon fils a été traumatisé par ça. Pendant des mois et des mois, il m'en a parlé, il me disait qu'il faisait des cauchemars, qu'il revoyait ses enfants lui tenir la tête sous la neige, qu'il n'arrivait pas à respirer, qu'il avait mal au cœur. En février 2021, et c'est là que tout se complique, il y a 1 an, jour pour jour, j'ai rencontré une personne sur le net. J'ai commencé à discuter avec des gens, je m'entretenais avec plusieurs personnes sur le sujet de l'aide sociale à l'enfance. J'ai essayé de trouver des solutions, de recueillir des témoignages de gens dont leurs enfants étaient également placés, trouver des solutions pour savoir comment eux ont fait pour récupérer leurs enfants, qu'est-ce que moi je devrais faire pour récupérer les miens, comment c'est placé leur placement à eux, comment discuter. Et je suis tombée sur ce monsieur, on va l'appeler monsieur X, pour respecter son identité. Je suis tombée sur monsieur X. Nous étions sur un forum, je discutais en même temps avec plusieurs personnes qui avaient eu leur enfant placé. Et monsieur X m'a contacté. Il m'a dit que lui s'y connaissait plutôt bien dans le milieu de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance, qu'il pourrait certainement m'apporter un coup de main, que si je discutais un peu plus avec lui, que je lui expliquais ma situation, peut-être qu'il pourrait m'aider, qu'il connaissait beaucoup de policiers, d'avocats,
Monsieur X habitait à Montpellier. Je suis en Haute-Loire dans le 43. Je tiens à préciser ce fait parce qu'il est important pour le reste de l'histoire. Nous avons donc commencé à discuter sur Snapchat. Monsieur X me demandait des informations concernant ma situation, qu'est-ce qui se passait, comment je la vivais, comment mon compagnon la vivait. Je lui disais que j'étais un peu perdue, que je me sentais un peu seule sans mes enfants, que mon compagnon aidait du mieux qu'il peut à me soutenir et que moi je le soutenais du mieux que je pouvais, mais que c'était toujours assez compliqué à gérer. Qu'on est complètement détruit par ce placement, que nos santé sont en train de partir en cacahuète, qu'on va de moins en moins bien, on a beaucoup d'idées de suicide, beaucoup d'idées noires. Nous avons discuté une semaine, et puis nous sommes arrivés le 14 février. Ça faisait une semaine qu'on discutait tous les jours, si je peux dire. Et il m'a dit que ce jour-là, il m'a demandé si je fêtais à Saint-Valentin avec mon compagnon. Je lui ai dit que non, on n'aimait pas fêter cette fête, ni lui ni moi. Donc voilà, on ne trouve pas ça nécessaire de s'offrir un cadeau à un jour précis, mais bref. Il m'a dit que lui tenait à m'offrir un petit cadeau pour me soutenir, etc. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, qu'il pouvait me l'envoyer en point relais. Mais il m'a dit qu'il n'aimait pas les points relais. Il m'a dit que ses amis à lui avaient déjà reçu des colis en point relais, qui s'étaient fait voler, et que c'était quelque chose de relativement précieux, que c'était quelque chose de valeur qu'il allait m'envoyer. Du coup, il voulait pas perdre cet objet, ou que je perde cet objet, ou que je me le fasse voler. Du coup, il préférait que je le reçoive à mon domicile. Pendant 20 longues minutes, il m'a monté la tête afin que je lui donne mon adresse, ce que tout bêtement j'ai fait, idiotement. J'ai immédiatement regretté ce geste, je l'ai bloqué. Mais c'était trop tard. Quelques jours plus tard, après l'avoir bloqué, j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres, une lettre de menace. C'est moi qui récupère généralement le courrier. Mon compagnon le récupère rarement. Monsieur X me menaçait d'envoyer des gens qui habitaient vers chez moi, dans le 43. Des gens de Saint-Étienne. Il me disait qu'il connaissait mon visage, qu'il savait où j'habitais, qu'il connaissait plein de monde. Et que si je ne me remettais pas à lui parler, il allait faire bouger ses contacts pour me retrouver et pour me faire du mal. J'ai repris contact avec lui sur Instagram, sur Snapchat, pardon. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se faire plus pressant, à me dire qu'il était tombé amoureux de moi, qu'il souhaitait fonder une famille avec moi, que lui, ça faisait des années qu'il cherchait une femme pour fonder une famille, que le fait que j'ai des enfants, ça ne le dérange pas, que le fait que mes enfants soient blessés ne le dérange pas non plus, qu'il se battrait avec moi pour les récupérer, que mon homme était un bon à rien, qu'il savait pas s'occuper de moi, qu'il faisait pas assez attention à moi, que je méritais mieux. Il me répétait sans cesse qu'il m'aimait. Je n'avais jamais rencontré ce type, mais il répétait sans cesse qu'il m'aimait, qu'il était fou de moi. Et un jour, deux semaines après qu'on ait commencé à discuter, il s'est pointé de Montpellier jusqu'en bas de chez moi, dans mon hall d'immeuble. J'avais mon fils pour les vacances. Nous étions pendant les vacances de février, j'avais mon fils pour les vacances. Monsieur X s'est arrêté à ma hauteur alors que je sortais acheter une viennoiserie à mon enfant. Il a baissé sa vitre et il m'a dit qu'il était là et qu'il avait des comptes à régler. Je lui ai demandé de m'attendre plus loin. Il a été garer sa voiture, il m'a rejoint devant mon immeuble. Il m'a dit qu'il tenait à rentrer dans le hall de mon immeuble. À ce moment-là, je suis montée chez moi avec mon fils. J'ai réveillé mon compagnon qui dormait, il devait être 10h30. Je lui ai dit qu'il y avait un type en bas, que je ne sais pas ce qu'il voulait.
et que j'étais terrifiée, que je savais pas quoi faire. Mon compagnon est descendu, il a pris son téléphone mobile et il est descendu. À peine 10 secondes après qu'il soit descendu, j'ai entendu des traces. J'ai entendu une lutte dans mon hall. Je suis descendue et j'ai vu Monsieur X en train de frapper mon compagnon contre la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble. J'ai vu mon compagnon appeler à l'aide, le visage en sang. J'ai réussi à les séparer. Finalement, mon fils était traumatisé. Il voyait son père en sang et un type en train de taper. Il entendait son père hurler, pleurer. Il voyait sa mère hurler, pleurer. Il était complètement traumatisé. Mon homme a décidé d'appeler la gendarmerie de Rosières. À l'aide. Ils se sont déplacés au bout de 25 minutes. Alors même qu'on est à 5 minutes de la gendarmerie de Rosières. J'habite à Rosières. Ils sont finalement déplacés. Je me tenais un peu plus loin avec l'agresseur qui me disait de rester avec lui, que si je bougeais, j'allais avoir des répercussions, que si je faisais pas ce qu'il me disait, il allait avoir des répercussions, que maintenant il a en plus de mon visage, le visage de mon homme et de mon fils, alors tiens-toi correctement. Finalement les gendarmes arrivent, les pompiers aussi parce que mon compagnon était gravement amoché, il a dû faire au moins 7 points de suture, si c'est pas une dizaine. Je préviens, les images qui vont suivre risquent d'être un peu choquantes. Voilà l'état de mon compagnon. Il a eu une fracture du nez, des points de suture au-dessous du menton, des points de suture à l'arcade. Il a perdu de la vue sur son œil. Monsieur Top, Monsieur X, était en possession de drogue. Pour essayer d'éclaircir l'histoire, les policiers ont demandé à ce qu'on aille à leur gendarmerie. Mais ils m'ont interdit de monter dans la voiture de fonction, alors même que j'ai accompagné mon enfant, qui avait 4 ans, et d'un mec qui venait d'agresser mon compagnon à domicile. Ils m'ont demandé de monter dans la voiture de l'agresseur, avec mon fils, jusqu'au commissariat. Je l'ai fait, je suis montée dans sa voiture, mais en attendant, il m'a menacé. Il m'a dit que si je chargeais pas mon compagnon, il reviendrait. Il a mon adresse maintenant. Il a le visage de mon fils, il a le visage de mon homme, il a mon adresse, il a mon immeuble, il sait tout. Et surtout, il a des contacts. Du coup, même s'il vient pas, il peut envoyer quelqu'un. Je suis arrivée à la gendarmerie. Ils nous ont à peine séparés. J'étais peut-être à 10 mètres de lui pour passer une audition. Il entendait tout ce que je disais. Du coup, j'ai menti, j'ai essayé de dire que je connaissais cet homme, que je voulais quitter mon compagnon, que je savais pas comment faire. Je dis tout et n'importe quoi. Mais, en même temps, que je faisais ma déclaration, je ne cessais de répéter ce signe
aux enquêteurs. Ce signe est un appel à l'aide quand on ne peut pas appeler à l'aide. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé ressortir avec de la drogue sur lui, une grosse quantité. À sa sortie du commissariat, le type m'a directement emmené à l'hôtel. Il m'a violée 4 fois. Et j'ai dû lui faire 3 fellations forcées. Puis le lendemain, il m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi, mais que si je parlais de ça à quiconque, je sais ce qu'il arriverait. Il m'a déposé comme une merde, si je peux dire, devant mon immeuble. Des policiers se tenaient là parce que j'avais demandé à mon compagnon de venir me rejoindre. Il avait peur. C'est normal. Je suis arrivée, je lui ai tout expliqué. Les discussions sur Snapchat, la lettre de menace, ce qu'il m'a dit dans l'auto, au commissariat, à l'hôtel, tout. J'ai eu de la chance d'avoir un homme qui me croit, qui reste avec moi et qui me soutient. Mais suite à ça, le service social lui a coupé le droit de voir ses enfants. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'il n'a pas vu ses enfants. Ça rappelle 1 an en février. Qu'il n'a pas vu, ni entendu, ni une nouvelle de ses enfants. Il a demandé s'il pouvait aller voir son fils devant l'école. On lui a dit que s'il faisait ça, on lui retirait l'autorité parentale. Et qu'on mettrait une mesure d'éloignement contre son fils. Comme s'il avait fait quelque chose de mal. Comme si c'était un criminel. Ça le tue à petit feu. Il a des gros problèmes de santé. Il va à l'hôpital presque chaque semaine. Il a un ulcère à l'estomac. À 29 ans. Et beaucoup d'autres problèmes de santé. Nous avons décidé de porter plainte contre cet homme. Lui n'a pas porté plainte. Mais la gendarmerie, quand je m'y suis rendue, n'a pas voulu prendre ma plainte. La gendarmerie de Rosières m'ont dit que j'étais Luc Besson. Que c'était mon homme qui me manipulait, que c'était pour ça que je revenais sur ma plainte de la veille. C'est tout. J'ai dû aller jusqu'à la ville à côté, Saint-Jean, pour porter plainte. Et même eux ne m'ont pas pris très au sérieux. J'ai porté plainte pour viol. Mon compagnon a porté plainte pour agression à domicile. Son dossier a été clôturé. Le mien est toujours en cours, mais j'ai eu aucun examen. J'ai passé aucun examen pour savoir si j'ai réellement été violée ou quoi. J'ai pas eu d'audition, j'ai pas eu de rendez-vous avec un proc, j'ai rien eu. Rien du tout. Depuis ce mois de février, notre vie est devenue infernale. Les services sociaux essayent de nous monter l'un contre l'autre. L'ASE essaie de nous monter l'un contre l'autre. Nous avons une audience avec la juge où elle nous a répondu qu'elle n'était pas enquêtrice, qu'on lui a donné des preuves. Je sais pas quoi faire. Je viens de revenir aujourd'hui du commissariat parce que mon homme a été officieusement entendu
pour des soi-disant menaces. Qui n'est absolument pas faite. Il doit faire une garde à vue. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je suis complètement perdue. Je veux juste récupérer mes enfants. Je veux juste récupérer mes enfants et avoir une vie normale.